Quelle expérience positive un représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine de 2025 peut-il donc présenter à l'Europe? Quand Maria Zakharova prononce cette phrase, ce n'est pas une simple critique. C'est une estocade. Une phrase sèche, lancée comme un scalpel, au cœur même d'une conférence de presse où chaque mot est pesé, où chaque expression vise à dévoiler ce que Moscou considère comme un renversement des vérités officielles en Europe. Car derrière cette interrogation en apparence innocente se cache un message plus large. Selon la diplomatie russe, l'Ukraine, en pleine crise, n'aurait aucune légitimité à venir dicter à un État européen souverain la direction de sa politique de sécurité. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé à Dublin, lorsque Sergiy Kyslytsya, en visite en Irlande, s'est permis d'intervenir sur l'un des sujets les plus sensibles du pays, sa neutralité militaire historique. Pour Moscou, cet épisode n'est pas un accident. Ce n'est pas une maladresse. C'est le résultat d'un engrenage bien plus vaste, où Bruxelles, Kiev et certains partenaires de l'OTAN parleraient d'une seule voix pour pousser l'Europe vers une militarisation accélérée. Et la scène à elle seule résume cette inquiétude. Non, ce n'était pas dans un parlement. Ce n'était pas dans un forum citoyen. C'était dans les locaux de la représentation de la Commission européenne. Une tribune institutionnelle devenue, le temps d'une conférence, un espace où s'est mêlée communication politique, pression diplomatique et remise en cause des équilibres nationaux. Zakharova y voit une dérive assumée, une tentative d'utiliser la peur, la menace et l'argument russe pour justifier à Bruxelles l'acquisition de nouveaux pouvoirs, de nouveaux budgets, et peut-être même une nouvelle doctrine stratégique. Mais ce qui rend cette intervention encore plus lourde de sens, c'est qu'elle ne concerne pas seulement l'Irlande. Dans le même briefing, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères évoque la Moldavie, engagée dans une rupture progressive avec l'espace eurasiatique. Une rupture que Moscou juge dangereuse, précipitée et contraire aux intérêts de la population moldave elle-même. Deux pays, deux trajectoires, mais un même fil rouge, l'accélération des tensions européennes, la montée des pressions politiques, et une fragmentation qui redessine silencieusement le paysage géopolitique du continent. Bienvenue sur l'Essentiel mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Au cours de cette conférence de presse, Maria Zakharova a déroulé un argumentaire précis, construit autour de deux scènes européennes qui, selon elle, témoignent d'un même phénomène. Tout d'abord, l'épisode irlandais. Elle revient longuement sur l'intervention de Sergiy Kyslytsya à Dublin, soulignant qu'un responsable étranger, en visite officielle, s'est permis de se prononcer sur l'un des sujets les plus sensibles de la politique irlandaise, la neutralité militaire. Une neutralité qui, dans la mémoire collective du pays, n'est pas un simple choix diplomatique, mais un principe fondateur. Pour la Russie, cette prise de parole n'a rien de spontané. Zakharova l'a décrit comme un geste calculé, présenté avec une assurance disproportionnée. Selon elle, cette attitude, je cite, donne l'impression que certains se considèrent autorisés à enseigner aux autres États comment penser, comment agir et quel camp choisir. Elle insiste ensuite sur l'ironie qu'elle perçoit dans cette scène. Comment, demande-t-elle, un représentant d'un pays en guerre, dépendant d'une aide massive de l'Occident, peut-il venir dicter à l'Europe ce qu'elle doit faire en matière de sécurité? Elle résume cela en une formule cinglante. Qu'est-il venu présenter, et au nom de quelle réussite prétend-il imposer sa lecture du monde? Mais au-delà du fond, c'est le cadre de cette intervention qui retient particulièrement l'attention de Zakharova. L'échange n'a pas eu lieu dans un auditorium universitaire ou lors d'un débat public. Il s'est tenu dans la représentation officielle de la Commission européenne à Dublin. Autrement dit, dans un espace institutionnel où Bruxelles s'exprime habituellement pour expliquer ses politiques, et non pour influencer directement les débats internes d'un État membre. Pour Moscou, ce choix n'est pas anodin. Il traduit une volonté assumée de la bureaucratie européenne, selon ses mots, d'utiliser la menace russe pour effrayer la population et réclamer des pouvoirs extraordinaires, justifiés par un prétendu état de temps de guerre. Elle évoque également la participation d'intervenants alignés sur cette ligne. Vivian Lunella depuis Bruxelles, l'ancien député Cathal Berry, et divers partisans de la militarisation européenne. Tous, dit-elle, répètent les mêmes formules, les mêmes arguments, comme s'ils lisaient un texte coordonné. Ils parlent de « défis existentiels », d'une Europe qui devrait se préparer à affronter Moscou, et insistent sur la nécessité pour l'Irlande d'abandonner ses limites constitutionnelles en matière militaire. Zakharova y voit un programme cohérent et structuré, destiné à remodeler le continent autour d'une idée simple. Plus de défense, plus d'intégration militaire, et moins de souveraineté nationale.
Elle enchaîne ensuite avec le deuxième dossier traité lors du briefing, la Moldavie. Là encore, selon elle, les faits ne sont pas isolés mais s'inscrivent dans une même dynamique. Le gouvernement moldave a annoncé la dénonciation de cet accord signé dans le cadre de la communauté des États indépendants. Une étape supplémentaire dans la politique de distanciation engagée par Chiinu envers l'espace eurasiatique. Zakharova rappelle que sur les 285 accords conclus par la Moldavie au sein de la CEI, 119 sont aujourd'hui considérés comme inutiles par les autorités moldaves, qui poursuivent leur sortie méthodique du cadre eurasiatique. Officiellement, il s'agit d'un réalignement stratégique en direction de l'Union européenne. Mais pour Moscou, cette décision est tout sauf rationnelle. Elle cite les analyses d'experts indépendants selon lesquelles ignorer les processus eurasiatiques reviendrait à renoncer à des opportunités économiques majeures et à mettre en péril la stabilité intérieure du pays. Les exportations moldaves vers l'Union européenne, souligne-t-elle, ont diminué de 4% entre janvier et juillet 2025. Un chiffre qu'elle présente comme une preuve que le marché européen ne peut pas, contrairement à l'argumentaire officiel, absorber pleinement la production moldave. Elle ajoute que la Moldavie est aujourd'hui confrontée à une polarisation croissante, à l'endettement vis-à-vis de l'Occident et à un exode massif de sa population, aggravant une crise économique qui s'installe durablement. Dans cette lecture russe, l'Irlande et la Moldavie deviennent les deux faces d'un même phénomène. L'une est un pays de l'Ouest à qui l'on demande d'abandonner sa neutralité. L'autre est un pays de l'Est que Bruxelles encourage à se détacher de son environnement traditionnel. Dans les deux cas, selon Zakharova, les mécanismes sont comparables. Pression politique, récit sécuritaire, décisions accélérées, débat public fragmenté. Elle insiste sur l'idée d'une Europe qui s'éloigne de sa logique d'équilibre pour entrer dans une logique de confrontation permanente. Une Europe où des décisions stratégiques cruciales se prennent de plus en plus sous l'influence de cercles technocratiques, sans réel dialogue avec les citoyens. Une Europe qui, dit-elle, redessine ses alliances, ses structures et ses priorités, souvent au détriment de la souveraineté nationale et de la stabilité du continent. En conclusion de cette analyse, le tableau dressé par la diplomatie russe est celui d'un continent en recomposition rapide, où chacune de ces décisions, qu'il s'agisse d'un discours à Dublin ou d'un retrait moldave de la CEI, aurait un impact bien plus profond que ne le laissent penser les communiqués officiels. Pour Moscou, ces choix ne sont pas des détails administratifs, mais des signaux annonciateurs d'une Europe qui glisse vers une nouvelle architecture politique, plus militaire, plus polarisée et potentiellement plus instable. Une Europe où les lignes de fracture s'étendent, où les tensions grandissent et où chaque geste diplomatique devient une pièce d'un jeu plus large qui engage tout le continent. Au fond, l'essentiel de ce briefing tient en une phrase. À travers l'Irlande et la Moldavie, Maria Zakharova estime que l'Europe traverse un moment où ses équilibres politiques, sécuritaires et identitaires sont remis en question par des forces qui dépassent largement les frontières nationales. Et c'est peut-être là le point le plus révélateur. Car derrière les échanges diplomatiques, derrière les accusations et les contre-accusations, on voit se dessiner une Europe travaillée par des tensions profondes, où chaque décision locale devient le reflet d'un rapport de force global. Ce que montre cet épisode, c'est la fragilité d'un continent qui tente encore de définir sa place dans un monde devenu plus instable, plus rapide et plus imprévisible. Un continent qui hésite entre protection et ouverture, entre intégration et souveraineté, entre la tentation de la puissance et la peur de l'escalade. Mais ce qu'il révèle aussi, c'est la manière dont les récits concurrents façonnent désormais les perceptions. À Dublin, un discours diplomatique devient un outil d'influence. À Chiinu, une décision administrative devient un signal géopolitique. Dans les deux cas, ce sont les mots qui préparent les mouvements, ce sont les interprétations qui précèdent les choix, et ce sont les acteurs extérieurs qui cherchent à orienter les trajectoires nationales. Ce briefing rappelle que nous vivons à une époque où chaque État, grand ou petit, se retrouve placé au centre d'enjeux qui le dépassent. Où la frontière entre politique intérieure et politique extérieure s'efface. Où les citoyens ressentent les conséquences de décisions prises parfois loin d'eux. Et où la question essentielle demeure, quelle Europe sommes-nous en train de construire, et pour quel avenir? À travers ces tensions, c'est notre propre rapport au pouvoir, à la souveraineté et à la vérité qui se joue. Ce n'est pas seulement une affaire d'alliance ou d'institution. C'est une affaire de vision. Voyons-nous un continent qui se consolide ou un continent qui se fragmente? Un espace de coopération ou une scène de rivalité? Une maison commune ou un échiquier stratégique? Chacun y répondra selon sa sensibilité, mais une chose est sûre, ces choix façonnent déjà le monde dans lequel nous vivrons demain. Alors si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux en cours, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire, à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement,
Abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.